On peut continuer notre exploration de ce sujet qui est très important en fait, et je trouve même en tant que bouddhiste, c'est bien de revenir à ces questions un peu basiques aussi, pour pas se perdre non plus dans tout ce qu'on apprend, qu'au final, bah, c'est de ça qu'on parle au final. Pacifier notre esprit, être plus heureux, être plus altruiste, apporter plus de bonheur aux autres. Au final, c'est le but en réalité. Bien sûr, après, les méthodes et combien ce but peut être développé, ça peut être débattu. Mais la base, c'est quand même ça. Euh, on a parlé un petit peu de l'importance de l'altruisme, aussi des différentes méthodes qui existent. On pourrait les élaborer encore plus si on voulait, pardon, si on voulait aller plus loin. Mais là, à ce moment-là, il faudrait aller plus dans les enseignements bouddhistes. Mais là, déjà, rien que ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans notre vie quotidienne qui est très, très, très utile et très pratique. C'est pratique. De penser à l'égalité de soi avec autrui, les désavantages de l'autochérissement, les avantages chez autrui, c'est très pratique. Euh, donc ensuite, donc il y a différentes techniques pour pacifier les perturbations mentales. Donc je ne vais pas parler de toutes les perturbations mentales, mais on dit les trois racines, c'est l'ignorance, l'attachement et la colère. Donc l'attachement, comment fonctionne l'attachement pour nous? Alors, on différencie attachement et affection. C'est pas la même chose. Affection, compassion, amour, ça c'est des choses qu'on veut développer. Mais l'attachement, vous voyez, le fait d'être attaché, ça on pense que c'est une source de souffrance. Pourquoi? Parce que si vous êtes attaché à quelque chose qui vous échappe, vous êtes d'accord que par nature, rien que cette phrase vous fait comprendre qu'il y a souffrance. D'accord? Si on est attaché à quelque chose qu'on ne peut pas retenir, alors attachement plus impermanence égale souffrance. D'accord? Euh, le fait, c'est que tout ce à quoi on est attaché est impermanent. Et donc, s'y attacher par nature, c'est pas, euh, c'est pas un état de bonheur stable. Ah, là, pour fermer la porte, quelqu'un. Ouais. Donc, comment on fait pour se détacher? Bah, on essaie de méditer un peu sur l'impermanence, justement. Sur l'impermanence. En méditant sur l'impermanence de ce à quoi on est attaché, ça nous aide à diminuer cet attachement. Ça veut dire qu'on doit se débarrasser de tous nos biens, de tous nos proches, etc. hein. Se détacher, ça ne veut pas forcément dire de se débarrasser de tout le monde et de tout. Ça ne veut pas dire ça. C'est pas forcément dire d'aller vivre dans la forêt tout seul. Ça veut dire l'attachement, c'est un état mental. Vous pouvez être tout seul dans la forêt et avoir d'attachement à plein plein de choses. Par exemple, est-ce que les gens pensent que vous êtes un super méditant et ascétique? C'est une forme d'attachement. C'est possible. C'est possible. Euh, Par contre, vous pouvez être dans le monde et avoir peu d'attachement. Si vous avez la sagesse, vous pouvez vous détacher dans le monde. Euh, mais encore une fois, le détachement, c'est pas quelque chose qui vient d'un claquement de doigts. C'est quelque chose encore de graduel. On n'enlève pas. L'attachement, c'est très difficile en fait de s'en libérer. Donc l'opposé, c'est le non-attachement. Et des fois, si vous faites l'expérience de non-attachement, vous voyez encore une fois que c'est un esprit paisible en réalité. Donc on veut être heureux, et on pense que si on n'est pas heureux, c'est parce qu'il nous manque ça, ça, ça et ça dans notre vie. Du coup, bah, on souhaite l'obtenir. Okay. Ensuite, il y a différentes possibilités. Soit on n'y arrive pas, et là on est frustré. Soit on y arrive, et dans la plupart des cas, bah, au bout d'un moment, on s'aperçoit que c'est pas si super que ça, et on en veut plus, ou autre. Et si on est encore attaché et qu'on le perd, on souffre. Donc, en fait, l'attachement, c'est un système qui fonctionne pas. C'est une stratégie qui fonctionne pas en réalité. Euh, et paradoxalement, c'est en comprenant que ce à quoi on est attaché n'est pas absolument nécessaire pour notre bonheur que l'attachement s'apaise et que on ressent le non-attachement, le contentement et la satisfaction. Donc c'est paradoxal en fait. C'est tout l'inverse de ce qu'on pense. On pense qu'on n'est pas heureux parce qu'on n'a pas assez de ceci et cela, alors qu'en fait, on n'est pas heureux parce qu'on est attaché à ceci et cela. Si on renonce à ceci et cela en comprenant que
c'est pas nécessaire, on est tout de suite plus paisible. Et qui dit paix, qu'est-ce qu'on a dit ce matin? Dit harmonie intérieure. Et donc, en fait, c'est ça qui est incroyable. On cherche la satisfaction, mais pour la satisfaction, on pense qu'on va l'avoir en répondant à l'appel de l'attachement, alors qu'en fait, la satisfaction, elle se trouve en stoppant l'attachement. C'est tout le contraire. Et par rapport à ça, des fois, quand on pense de méditer sur la permanence par rapport à l'attachement, euh, on pense par rapport à cet objet d'attachement. Mais c'est peut-être bien aussi assez efficace de le pratiquer par rapport à soi-même. C'est-à-dire prendre conscience que je suis moi-même impermanent et que cet attachement que j'ai pour le moment là-dessus, il ne va pas être fixe. Il va pas? Il va, il va pas être fixe. À un moment donné, Il va pas quoi? il ne va pas être fixe. Cet attachement Être ne va fixe. pas être permanent. Mais pas par rapport à l'autre que je veux qu'il demeure pareil, mais en prenant conscience que moi-même, je ne vais pas être pareil toujours. Je suis impermanent. Donc, pourquoi vouloir absolument m'attacher alors que peut-être demain, je suis impermanente et j'aurais pu. Bien sûr. Donc oui, donc ce que tu dis, donc c'est que l'impermanence, on n'est pas obligé de la regarder par rapport à notre objet d'attachement, mais par rapport à nous, puisque nous-mêmes, on n'est pas toujours au même endroit, pas la même personne, etc. Donc oui, bien sûr, bien sûr. L'attachement s'applique en fait aussi à notre corps, notre esprit, tout ça, et aussi à l'autre. C'est les deux en fait, c'est les deux. Qui fait que parce qu'il faut aussi se détacher du corps, il faut se détacher de plein de choses. Par exemple, il y a des gens qui n'acceptent pas de vieillir, c'est insupportable pour eux. Pourtant, c'est ce qui se passe à chaque instant pour tout le monde, inévitablement. Il n'y a personne qui peut empêcher ce processus. Et donc, tant qu'on n'acceptera pas cette réalité de l'impermanence, on ne sera pas en paix, ça c'est sûr. On ne peut pas être en paix avec nous-mêmes si on désire quelque chose qui est contraire à notre nature. Comment on peut être... On ne peut pas s'accepter soi-même, du coup. Donc, l'impermanence, ça s'applique aussi à nous-mêmes. Oui, je suis tout à fait d'accord. Donc, l'attachement, ça peut se contrer par l'impermanence, ça peut se contrer par le non-soi, ça peut se contrer aussi pour... Ah, c'est une méthode un peu particulière qui est plutôt de regarder les désavantages de ce à quoi on est attaché parce que quand on est attaché, on va trop exagérer les qualités de notre objet d'attachement. On va complètement exagérer. Par exemple, il y a peut-être si vous aimez les ordinateurs ou les voitures, il y a une nouvelle voiture qui sort, vous allez dire waouh, cette voiture elle est extraordinaire, etc. Ou ce téléphone il est extraordinaire, ou peu importe ce que vous aimez. Et en fait, vous avez complètement exagéré le potentiel de bonheur que ce phénomène peut vous apporter. Parce que c'est pas la réalité. Et on le sait très bien, on l'a vu plein de fois dans notre vie. Encore une fois, on peut se relier à notre expérience. Combien de fois on a voulu quelque chose, on pensait que ce serait extraordinaire de l'avoir. Une fois qu'on l'a eu, bah finalement, on était rendu au même point après peu de temps. Peut-être pas au début, il y a l'euphorie au début. D'ailleurs, je crois que l'euphorie, il avait mis dans les émotions positives en psychologie. Pour nous, l'euphorie, c'est pas une émotion positive, pas forcément. Au contraire, ça peut être dû à l'attachement et ça peut être une grande tromperie en fait. Donc c'est vrai qu'en psychologie, les émotions positives, ils l'associent plus aux états qui sont accompagnés de sensations agréables. Et les émotions négatives avec des états qui sont associés à des sensations désagréables. Mais pour nous, c'est pas la dichotomie, elle n'est pas aussi claire. Parfois, il y a des choses qui sont associées à des sensations agréables et qui sont positives, et des fois des sensations agréables qui ne sont pas positives, et vice-versa. Quand tu parles justement de ça, il peut y avoir aussi de l'attachement à des personnes ou à des animaux ou à un maître. Le jour où ton maître meurt, voilà, bah, on a tous de l'attachement pour le maître. Bien sûr, on a tous de l'attachement aussi. Donc pour. C'est vachement difficile de travailler pour nos parents. Ouais. On a de l'attachement pour les parents, pour les maîtres, etc. Donc c'est difficile de travailler avec l'attachement, bien sûr. Mais il est nécessaire de travailler dessus si on ne veut pas trop souffrir. Parce qu'il n'y a pas le choix. On ne peut pas empêcher nos maîtres de mourir, on ne peut pas empêcher nos parents de mourir, on ne peut pas empêcher donc vaut mieux être préparé psychologiquement. Ça ne veut pas dire que tu souhaites que ça arrive, ça ne veut pas dire que ça va provoquer leur mort. Absolument pas. Mais ça veut dire que ton esprit, il est préparé aussi à ton départ à toi. Et en dehors de la mort, il y a aussi tous les changements au quotidien qui s'opèrent.
physiquement, mentalement, dans l'environnement, etc. Changement dans l'environnement aussi. En ce moment, malheureusement, c'est quelque chose, vaut mieux s'y préparer psychologiquement. Ça veut pas dire qu'on en devient indifférent, mais ça veut dire que bah, le choc est peut-être un peu moins violent, quoi. Mais bon, c'est vrai que là, c'est compliqué. Mais l'impermanence, ça peut aider à travailler sur beaucoup de choses, en tout cas. Ça peut aider à travailler beaucoup de choses. Mais encore une fois, c'est un travail graduel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui doit s'intégrer petit à petit dans notre système. Et c'est ça qui va transformer notre esprit. Euh, donc l'impermanence, c'est aussi les inconvénients des objets d'attachement, leurs limites, tout simplement. Ok, si j'ai cette voiture, je vais être trop heureux. Ouais, mais attends, si j'ai cette voiture, je vais payer combien d'assurance? Et puis au bout d'un moment, elle va vieillir. Puis au moment, il va falloir changer telle et telle pièce. Ça va me coûter super cher et c'est cela. Ok, peut-être relativise un petit peu quand même. Cette voiture, peut-être c'est bien de l'avoir, mais c'est pas non plus le bonheur ultime. Quoi. C'est pareil pour tout, en fait. Parce que tout, ça, c'est vrai pour tout. Alors tout à l'heure, on parlait ce midi du sentiment amoureux. C'était quelle molécule? L'ocytocine. L'ocytocine, quand on est amoureux. Ça aussi, c'est intéressant. Donc, je pense que ça nous arrivait à tous d'être amoureux à un moment donné de notre vie, peut-être à plusieurs reprises, et, euh, et de voir qu'est-ce que ça fait à ce moment-là quand on est amoureux, comment on voit l'autre personne. Franchement, le sentiment, c'est si je suis avec cette personne toute ma vie, je serai heureux. Puis si vous êtes cette personne, au bout d'un moment, vous apercevez que c'est pas exactement comme vous aviez imaginé. Ça, c'est la réalité. Je dis pas que ça veut pas dire que les gens ne devraient pas être en couple. Vraiment, je dis pas ça. Je dis juste que ce sentiment, à un moment donné, nous trompe. Parce que l'attachement, il exagère les qualités. Et justement, ça peut même mettre en péril la relation. Parce que du coup, à la vue de la réalité, des fois, c'est OK, bye bye. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Mais si on savait dès le départ que nous sommes imparfaits, que l'autre est imparfait par nature, enfin, entre guillemets, peut-être il y aurait moins d'attentes irréalistes. Et avec moins d'attentes réalistes, il y aurait moins d'insatisfaction au final et de problèmes et de souffrances. Donc là, on voit aussi comment l'attachement, et ça on peut le voir dans notre expérience, on peut le vérifier dans notre expérience, que des fois, euh, sur le court terme, ça apporte une euphorie, mais sur le long terme, ça apporte pas du tout bonheur. Vraiment pas. Parfois, c'est même le contraire. Euh, Sauf si des fois, ça peut basculer dans d'autres sentiments de compassion, d'altruisme et tout ça, là, c'est différent. Alors, notre scientifique n'est plus en ligne, mais justement par rapport, ce sont des hormones, hein, je crois. Voilà. Et est-ce qu'on a déjà fait des dosages? Je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne suis pas suffisamment scientifique au niveau hormonal. Mais est-ce qu'à la naissance, par exemple, on va constater chez un enfant, peut-être, puisqu'on sait qu'il y a des études, là, j'ai lu, qui avaient constaté que l'enfant, la relation aux autres, donc la cétonie, L'ocytocine aussi. oui, voilà, je peux bien dire les mots, c'était la relation avec les autres. Est-ce que cette hormone, elle est très présente plus que d'autres? D'un individu à l'autre, tu veux dire? Oui, et voire même par rapport à des tranches d'âge. Ah oui. Donc là, la question de Michel, à laquelle je suis incapable de répondre, c'est est-ce qu'on peut voir chez les bébés des différences dans cette hormone, l'ocytocine? L'ocytocine, c'est ça? Est-ce qu'elle peut être plus ou moins forte d'un individu à l'autre et aussi selon l'âge? Est-ce que, par exemple, est-ce que c'est une hormone qui est liée à... Alors, Delphine, Delphine, oui? Peut-être tu sais? Bonjour, oui, je peux répondre. Oui, super. Bonjour. Alors en fait, je pense que vous confondez l'ocytocine et la dopamine. L'ocytocine, c'est l'hormone que produit la femme enceinte pour créer le lien avec l'enfant pour l'accouchement et pour produire le lait maternel. Et ensuite, il n'y en a plus. C'est vraiment qu'à ce moment-là qu'il y a de l'ocytocine. Par contre, la dopamine, on en a toute sa vie. On peut avoir des carences en dopamine et effectivement, là, on peut avoir des pathologies assez avancées comme la maladie de Parkinson, par exemple, qui vont avoir des effets
sur les problèmes d'attachement, ou alors les gens vont tomber dans la drogue pour avoir des compensations. Donc effectivement, c'est important d'avoir dans son régime alimentaire des fruits et des légumes qui vont apporter la dopamine, par exemple. Ça fait partie des hormones du bonheur, ouais. Et Et je donc pense qu'on l'ocytocine, confond souvent l'ocytocine et la dopamine, c'est pas la même chose. L'ocytocine, c'est oui, vraiment quelque chose qui est sécrété par la femme enceinte pour que l'accouchement se déroule bien, pour qu'elle puisse créer le lait maternel. Mais on sait aussi que l'ocytocine, elle va créer le lien avec l'enfant et aussi que le papa va pouvoir la développer au moment où le bébé est tout petit, notamment quand il fait le pot à pot. Mais après, c'est une hormone qu'on n'a plus trop en nous. C'est vraiment à ce oh, moment-là de la vie. d'accord, le pot contre pot, d'accord. Mais du coup, l'ocytocine, ça n'existe pas dans d'autres situations que la mère avec l'enfant, du coup? Bah, c'est vraiment là où si c'est présent en nous, mais c'est souvent on confond avec la dopamine. Ouais, L'ocytocine, c'est vraiment multiplié par 200 pour l'accouchement, par exemple. ouais. Mais dans l'état amoureux, tu n'as pas une sécrétion d'ocytocine qui était Hmm. là. Peut-être. Ça, je pense que je ne suis pas tombée sur les études et je sais pas, mais moi, je l'ai beaucoup vu par rapport à l'accouchement. Par Et rapport c'est à l'accouchement, vraiment là dans la vie où c'est le plus présent, quoi. hmm. La Je me sérotonine. souviens qu'on s'intéressait à une espèce animale, mais je ne sais plus laquelle, qui en gros, c'était genre les rats des champs et les rats des villes, quelque chose comme ça. Et il y avait une des sous-espèces qui développait beaucoup plus d'ocytocine. Et en fait, les partenaires sexuels étaient fidèles. Et dans l'autre sous-espèce, dans l'autre population, en fait, ils développaient peu d'ocytocine et en fait, ils n'étaient pas fidèles. Hmm. Et donc, je ne sais pas si c'était chez des animaux, mais je pense qu'il y a quand Hmm. même le parallèle avec les êtres C'est quelque humains. chose qui va lier les Voilà, êtres c'est en ça. couple. En tout cas, il y avait une variation, mais qui était plutôt Ouais, entre sous-populations. d'accord. C'est vachement positif. Moi, j'ai bien pris, c'était l'hormone Et de il y a des compléments alimentaires, des choses comme ça, qui pourraient aider à générer ça, parce que finalement, l'ocytocine, elle est formidable. Enfin, la je veux dire, dopamine aussi. C'est la dopamine qui prend le relais. Ouais. Après, la dopamine, il y a par exemple les antidépresseurs, généralement c'est fait la dopamine. Ocytocine, ça je sais pas s'il y a des traitements là-dessus, mais sûrement qu'ils en inventeront. Après, de mon point de vue, ça résout pas tout, parce que c'est pas, en fait, en réalité, derrière tout ça, c'est pas que du chimique. Il y a aussi un état émotionnel derrière tout ça. Et on voit bien des gens qui prennent des antidépresseurs depuis des années, ça résout pas forcément leur dépression. Donc il y a d'autres facteurs. Donc c'est pas, de mon point de vue, que chimique, quoi. Il y a aussi un formatage psychologique qui est profond et qui est parfois pas facile à changer. Et donc je dis pas que c'est pas nécessaire, les antidépresseurs, bien sûr. Dans certains cas, ça peut aider, mais ça va pas seul résoudre tout le problème, ça c'est sûr. Et t'imagines si je mettais dans le café Paul tous les matins discrètement une pilule d'ocytocine pour qu'il reste avec moi toute sa vie. Après, je dirais si ils inventaient des chimies qui permettaient aux gens d'être heureux et tout, ce serait super. Mais moi, je pense pas que ça suffira. Je pense pas que ça suffira parce que derrière toutes ces réactions chimiques qu'on peut constater scientifiquement, il y a tout un tas de processus mentaux et émotionnels qui là sont cachés à la science parce que c'est du domaine subjectif. Et, euh, et donc ça peut aider, mais c'est pas, ça résout pas le fond du problème pour moi. Après, c'est intéressant aussi de voir le problème à l'envers. Pourquoi quelqu'un n'est pas heureux s'il y a des carences en dopamine ou en endorphine, qui sont aussi d'autres hormones du bonheur, ça peut Mhm. l'expliquer aussi, ça. Ouais, mais pourquoi il y a ces carences? Il peut y avoir une pathologie, par exemple. Mhm. Mm. Après, quand vous méditez sur la compassion, sans doute que ça, justement, ça sécrète Ah oui, oui, oui. naturellement. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, non, non, ça, ils ont montré que les méditants, quand ils méditent sur la compassion, des choses comme ça sécrète tout un tas d'hormones qui sont associées au bonheur. Et c'est pour ça que ils ont appelé, je crois, Mathieu Ricard l'homme le plus heureux du monde. Je crois ils l'ont appelé comme ça, parce qu'ils ont vu qu'à travers certaines méditations, toutes ces substances étaient sécrétées, mais il n'a pas agi directement sur son physique, il a agi avec son mental. Et ça, en retour, ça agit sur tout ça. Donc après, nous aussi, bien sûr, on va croire au karma, tout ça. Donc on vient aussi avec un bagage des vies passées, quoi. Et,
Mais bon, ça après, ça, c'est pas vraiment l'objet des discussions d'aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, le physique affecte le mental et le mental affecte le physique. Et de toute façon, il n'y a pas non plus une pilule magique pour résoudre les problèmes mentaux de toute façon. Donc, je pense que c'est quand même nécessaire d'avoir aussi des médicaments qui aident les gens à ce niveau-là. Et c'est très bien, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Mais du coup, après, on a aussi des antidotes qui vont être plus être d'ordre mentaux, qui vont nous aider à pacifier certaines émotions et à développer des émotions positives. En fait, c'est ça le but de la méditation. C'est un entraînement mental qui va avoir des effets sur le corps. Et ça, je pense sincèrement, tout méditant, il peut le ressentir quand il génère un état d'esprit positif, il sent des choses dans tout son corps. C'est pas juste, il ressent quelque chose de mental, mais aussi physique. Donc il y a les deux qui sont affectés. Après, bien sûr, c'est pas forcément un changement à long terme, parce que c'est pour ça qu'il faut une familiarisation, il faut une répétition, et donc là c'est un travail en réalité, c'est un travail à long terme de travailler sur soi, et peu à peu ça peut résoudre des fois des problèmes aussi un petit peu physiques, mais bien sûr donc l'attachement, on voit qu'il y a du coup il y a des choses qu'on peut faire pour le contrer. La colère, donc on en a parlé un petit peu. Donc là, on a des textes comme le Maître Shantideva qui parle de la patience. Donc en gros, face à la colère, il y a différents états d'esprit qu'on veut développer. C'est la patience, l'amour, la compassion. Patience, amour, compassion. La patience, elle peut se développer aussi à travers certaines formes de réflexion, de sagesse. Parce qu'en fait, derrière nos colères, encore une fois, on a on a tout un raisonnement qui est parfois, on n'en est même plus conscient. Parce que c'est ancré et ça vient naturellement. Par exemple, si on n'est pas naturellement très 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 en colère contre quelqu'un qu'on ne connaît pas, en général. Par contre, à force de le connaître, eh ben, il nous a dit un truc désagréable. Qu'est-ce qui se passe? On rentre à la maison, on va y repenser. Donc il y a des pensées qui vont être générées. Il m'a dit ça c'est une chose. Il m'a dit ça à moi, ça c'est autre chose. Comment il a osé? En plus devant tout le monde, en plus ceci. Donc on va rajouter des raisons qui vont nous faire s'accroître ce sentiment de frustration. Et face à cette frustration, à un moment donné, il va y avoir un autre état d'esprit qui va être généré, qui va être là maintenant, ça suffit, la colère. Donc, il y a un processus graduel. Mais après, si on le fait plein de fois, à un moment donné, cette personne, il suffit juste d'entendre son nom pour que la colère émerge en nous. On n'a plus besoin de penser. Vous êtes d'accord? Mais vous êtes d'accord que ce sentiment, il a pour origine une manière de penser. Il a pour origine une manière de penser, sauf qu'avec l'habitude, eh ben, il n'y a même plus besoin de ces pensées, c'est spontané. Donc là, c'est parce qu'on a bien médité sur la colère. Et donc si on méditait bien sur la compassion, ce serait pareil. Au début, ça nécessite des pensées, et un jour, ça sera naturel sans penser. C'est comme ça que notre esprit fonctionne. Et donc, face à ces pensées qui génèrent la colère, on va essayer de décanter tout ça avec la sagesse. Dans un premier temps, Shantideva, il dit la colère, de quoi elle naît? De l'inconfort qui surgit quand d'autres font ce que je ne souhaite pas ou m'empêchent d'obtenir ce que je souhaite. C'est les deux, en gros, situations. Il y a des choses que je veux pas, et puis bah, qu'on me fait. Donc, ça me rend. Il y a un inconfort qui surgit. Des choses que je veux, on m'empêche d'obtenir, il y a un inconfort qui surgit. Ok. Et la colère, elle va se nourrir de cet inconfort. Donc il dit face à l'inconfort qui surgit quand d'autres font ce que je ne souhaite pas ou m'empêchent d'obtenir ce que je souhaite, la colère tout d'abord s'accroît, puis a raison de moi. Donc je dois priver cet ennemi de sa nourriture, la frustration. Quoi qu'il arrive, je dois garder mon esprit en joie, car sans joie, je n'accomplirai pas ce que je souhaite et mes vertus dégénéreront. Donc ça, c'est un conseil assez incroyable en fait. Pour moi, c'est la première fois que j'ai entendu ce conseil, j'étais un peu presque choqué, quoi. En fait, il faut arrêter d'être en colère, il faut être en joie tout le temps. Je trouve ça assez incroyable comme conseil. Pour éviter d'être en colère, il faut essayer de garder son esprit en joie en toutes circonstances. Et pour moi, c'était un peu choquant comme conseil. Je m'attendais pas à ça, quoi. Et après, il dit, comment on fait pour garder l'esprit en joie tout le temps? S'il y a une solution à votre problème, à quoi bon être malheureux? S'il n'y a pas de solution à votre problème, à quoi bon être malheureux?
C'est ça la méthode qu'il nous donne. C'est une méthode toute simple en fait quand on y réfléchit, mais qui ne nous vient pas naturellement par contre. Donc ça demande un effort pour l'appliquer à notre réalité. Et ça, c'est magique. C'est magique parce que si vous l'appliquez à toutes vos circonstances qui vous contrarient, eh ben vous verrez que ça aide. C'est incroyable. Ok, là, ce problème. Encore une fois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Des fois, on voit quelqu'un qui va pas bien et tout, machin. S'il y a une solution, ok, j'agis dans cette solution et ça sert à rien d'être malheureux. S'il n'y a pas de solution, ça sert à rien d'être malheureux. Une personne qui nous cause des problèmes ou même la guerre dans le monde ou même des choses qui peuvent nous irriter. Ok, s'il y a une solution, à quoi bon être malheureux? S'il n'y a pas de solution, à quoi être malheureux? Ça ne veut pas dire être indifférent. C'est dire que c'est pas d'être malheureux qui va aider tous ces êtres. Tu n'es pas forcément sûr qu'il y a ou qu'il n'y a pas de Alors, solution. tu n'es pas sûr qu'il y a une solution ou pas. Donc, si tu sais, toujours, ouais. si tu sais pas s'il y a une solution ou pas, à quoi bon être malheureux? Ouais, mais t'essayes. Tu dis, bon, il doit y avoir une solution, par exemple, pour Tu l'environnement, le essayes. climat. Tu peux essayer de trouver une solution sans être malheureux. Le point, c'est pas de se dire est-ce que je trouve une solution ou pas, c'est quoi qu'il arrive, quoi que je décide, c'est de pas être malheureux. Tu vois, c'est ça le truc. Et des fois, c'est parce qu'on est mu par une émotion, par exemple, par rapport à la dégradation du climat, on n'est pas bien, c'est ça qui fait qu'on a envie d'agir aussi. Si on se disait d'emblée, oh allez, ça va, je suis pas malheureuse, peut-être qu'on n'agirait pas. Après, je dis pas qu'il faut être indifférent, encore une fois. Bien sûr, il faut vouloir réagir, mais à un moment donné, il faut aussi accepter que la réalité, elle est comme ça, et que d'être malheureux et en colère, c'est pas ça qui va résoudre les problèmes du monde. Et de pas être malheureux et être en colère, ça nous empêche pas non plus d'agir par compassion. Tu vois ce que je veux dire? De dire, bah ok, là, c'est vrai que, waouh, enfin là, on voit ce qui se passe à Los Angeles, à Mayotte, en Espagne, c'est horrible, sincèrement, c'est inconcevable en fait. C'est insupportable même. C'est horrible. C'est horrible, mais c'est pas pour ça que je veux être déprimé. C'est horrible. Maintenant, ok, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Dans Mayotte, des fois, on peut faire des dons. Euh, on peut peut-être essayer d'être plutôt de ceux qui essayent de pas trop polluer, voire d'influencer dans ce domaine. Tu vois, là, si on agit, ouais, avec compassion et sentiment d'urgence, mais pas être complètement malheureux et frustré et en colère. Ça va pas aider, tu vois. Et ça va pas résoudre le problème et nous, ça va nous faire encore plus de mal. Et quelque part, si on souffre trop, des fois, ça peut aussi nous empêcher d'agir avec clarté d'esprit aussi. C'est ça le problème. Tu vois, quand on est trop en colère, on perd notre clarté d'esprit aussi. Il faut garder sa clarté d'esprit. Essayer de voir qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui est pas faisable, dans quoi je veux m'engager aussi. Et là, c'est la compassion, tu vois. Mais là encore, la frontière peut être fine et il y a des gens qui sont dans le refoulement, en fait, qui refoulent toutes les images, toutes les idées qui les dérangent, en fait. Alors oui, c'est aussi d'accueillir. je parle pas de refouler, non, non. Oui, j'entends bien, non, mais Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Il faut voir la réalité en face, ça, je suis d'accord avec toi. Et c'est même important de la regarder parce que, par contre, la compassion, on va la cultiver. Tu vois ce que je veux dire? Mais la motivation est différente. Je veux regarder la réalité en face parce que, bah voilà, faut aussi que je me sensibilise à la souffrance des êtres humains, animaux, etc. Et, euh, et voilà, pour générer la compassion qui va m'amener à vouloir soit aider directement. Alors, dans le contexte bouddhiste, ça peut être aussi, on peut faire des prières pour les êtres, on peut essayer de nous, ce qu'on appelle d'atteindre l'éveil pour être bénéfique aux êtres, et plus directement dans le monde, comment je peux agir, quoi. Mais là, c'est plus dans un but de développer la compassion, que ça, par contre, on considère comme extrêmement précieux à développer. Donc, tu vois, là, il y a un discernement qui doit être fait en nous entre la compassion et la colère. Et c'est pas la même chose. Et, voilà, par exemple, comme Gandhi, tu vois, il était dans l'action, mais il n'était pas dans la violence. Il n'est pas dans la violence. Mais il était dans l'action, clairement, mais dans l'action non violente, en fait. Mais après, je suis d'accord avec toi, quelque part, c'est peut-être quand même mieux d'être un peu en colère parce qu'on est révolté par des horreurs qui se passent que de s'en fiche. Entre les deux, je pense que c'est mieux. Ça, je suis d'accord. Mais c'est juste qu'à un moment donné, dire c'est quand même pas la meilleure stratégie, encore une fois, pour moi-même et pour les autres. Je pense que c'est plus, tu vois, plus ça. Mais oui, l'indifférence, c'est pas du tout ce qu'on doit viser, ça c'est sûr. Ça, je suis d'accord. Pour toutes les causes. Euh,
Donc, voilà, c'est ce qu'il nous conseille. Garder l'esprit en joie en toutes circonstances. S'il y a une solution, comment être malheureux, c'est pas une solution. Et ensuite, il y a d'autres manières de penser, et une, c'est justement penser au conditionnement de ceux qui nous nuisent, ou de ceux qui font du mal. Comment ils dépendent d'un tas de conditions, et dans ces conditions, les perturbations mentales. Comment ils sont sous l'emprise des perturbations mentales et de l'ignorance. Réaliser ça, et du coup qu'il n'y a pas un soi autonome qui dirige tout ça. Ça, c'est aussi une technique, non seulement pour développer la patience, mais aussi pour développer la compassion pour ceux qui nous nuisent. Et ça, c'est considéré comme extrêmement bénéfique de développer la compassion pour ceux qui nous nuisent. Parce que si on veut développer une compassion vaste, il faut que ce soit une compassion qui ne soit pas conditionnée par le comportement que les autres ont envers nous. Sinon, derrière, ça veut dire quoi? C'est dire qu'il y a l'égoïsme. S'il faut que quelqu'un soit gentil avec moi pour que j'ai de la compassion, bah derrière, en fait, ça s'appelle l'égocentrisme. Et ça, on en revient à tous les méfaits dont on a parlé tout à l'heure. Par contre, si on développe la compassion pour celui qui nous nuit, alors c'est-à-dire qu'on a réussi à dépasser, ok, je t'aime bien si tu m'aimes bien, quoi. Et si on arrive à faire ça, notre compassion sera beaucoup plus profonde, beaucoup plus stable, aussi envers ceux qui nous aiment bien. Donc pour eux, ça sera bien aussi, parce que ça veut dire que le jour où ils sont en colère contre nous, bah, on va pas les rejeter de manière brusque, et donc ce sera mieux aussi pour eux. Et mieux pour nous, parce que si on reconnaît que la compassion, c'est quelque chose qui apporte plus de paix et de bonheur, bah, plus on en aura, automatiquement, plus on sera heureux, quoi. C'est pour ça que dans la pratique du Lojong, on considère que ceux qui nous nuisent, en réalité, sont très bénéfiques. Ceux qui nous posent problème sont très bénéfiques parce que c'est eux qui nous permettent de pratiquer la patience et la compassion, pas ceux qui sont gentils avec nous. Donc, on essaie de changer notre perception, de voir un côté positif à ces gens dans notre vie. Généralement, on voit que des négations de ces gens, mais qu'est-ce qu'ils font dans ma vie? J'aimerais tellement qu'ils disparaissent complètement. Pas forcément en les tuant, mais je sais pas, qu'ils aillent loin, quoi. Mais là, on s'est dit, ah, Shantideva, il dit, ah, un trésor arrivé dans la maison, sans que j'ai eu aucun effort à faire. C'est grâce à lui que je peux développer la compassion spéciale et la patience surtout, ça c'est sûr. Patience, c'est pas envers ceux qui sont toujours gentils avec nous. C'est pas non plus envers le médecin quand il nous fait un peu mal, mais qui veut nous guérir. C'est envers celui qui a une intention malveillante envers nous. C'est seulement envers eux qu'on développe la patience. Et si on voit la patience comme une source de paix intérieure, nécessaire en toutes circonstances. Si on veut une paix intérieure, si c'est une paix intérieure juste quand on est tout seul dans les bois, dans un jardin joli, et ouais, ok. Mais c'est-à-dire que quand on n'aura pas la forêt et le jardin joli, eh ben, on n'aura aucune harmonie intérieure. Donc comment on fait pour dépasser cette paix juste occasionnelle finalement, qui finalement n'est pas tellement différente que d'un plaisir d'essence du coup? Bah, c'est d'apprendre à pratiquer la patience avec ceux qui nous posent problème et face aux situations difficiles. Parce que là, si on apprend à garder un esprit paisible dans les circonstances difficiles, là, on aura obtenu une paix stable dans notre vie, quoi. Et donc, bah, on a besoin de s'entraîner. Et pour s'entraîner, on a besoin de gens qui nous creusent des difficultés. Oui, on essaie de changer la perspective. Et c'est ça qui est magique avec notre esprit, c'est qu'il peut percevoir une même situation de plein d'angles. Et si on choisit les angles qui nous sont favorables, eh ben on peut tout transformer. Tout transformer. Donc c'est pour ça qu'on pense que un bonheur stable, profond est possible en toutes circonstances, en réalité. Donc on croit en un bonheur durable, profond, stable, mais qui nécessite bien sûr un entraînement de l'esprit, quoi. Donc pour résumer, transcendance du soi, pour nous, c'est transcender l'auto-chérissement avec l'altruisme, transcender la perception erronée du soi en comprenant l'interdépendance, le non-soi. Et les méthodes pour ça, on a la méditation qui va nous familiariser avec tout ça et la pleine conscience au quotidien où on va essayer de se rappeler de tout ça dans notre vie quotidienne, continuellement. Et donc, ça, scientifiquement, c'est corroboré, comment on dit ça? Corrélé. Non, pas corrélé, corroboré.
Corroboré, voilà, wow, c'est la première fois de ma vie que j'utilise ce mot, je crois. Et corroboré par les études sur la neuroplasticité qui montrent que quand on se familiarise avec quelque chose, euh, alors on crée des habitudes, et à force d'habitudes, ça devient des automatismes. Et donc c'est exactement ça qu'on veut faire à travers la méditation quand on est assis et la pleine conscience quand on est au quotidien. Pleine conscience, pour nous, c'est pas juste être conscient de nos actes, je fais ci, je fais ça, mais pleine conscience de, je me rappelle de toutes ces valeurs que je veux intégrer dans ma vie. Penser à l'impermanence quand c'est nécessaire, à la patience quand c'est nécessaire, à la sagesse quand c'est nécessaire, à l'altruisme quand c'est nécessaire. C'est d'amener ça dans ma vie. Et je m'entraîne dans la méditation parce que c'est un peu plus simple, et après j'essaie de l'amener dans ma vie. Et donc c'est ça qui va faire que ces habitudes pourront être prises et graduellement s'ancrer en nous. Euh, voilà. Et donc après, on pourrait se poser la question, est-ce que pour nous, un bonheur ultime, total et irréversible possible? La question est oui, même si là, ça dépasse peut-être un petit peu le dialogue d'aujourd'hui. Mais j'ai vu que maintenant, en psychologie, il y a des études qui sont sorties dans les journaux importants, je suis tombé là-dessus, et maintenant, ils ont développé une compréhension du bonheur qui est beaucoup plus vaste, pas seulement hédoniste et celui qu'on a vu, mais il parlait de 16 types de bonheur. Et un, vous savez comment il l'appelle? Le bonheur nirvanique. Le bonheur nirvanique. Et donc, ils sont inspirés de choses du bouddhisme pour parler de ça. C'était pas élaboré dans ce que j'ai vu, mais donc on dirait qu'ils commencent à s'intéresser à des choses un peu plus profondes de plus en plus. Et donc nous, le bonheur nirvanique, ça veut dire nirvana, ça veut dire cessation en gros. Cessation de quoi? Cessation définitive et irréversible des perturbations mentales, comme l'ignorance, l'attachement à la colère. Donc ça, on pense que c'est possible. On pense que c'est possible et que si on atteint ça, alors on a un bonheur durable, stable, en toutes circonstances et irréversible. Donc à travers ces antidotes, c'est possible à terme d'en arriver à ça, mais bon, ça demande un chemin spirituel avancé et donc c'est pas forcément quelque chose dont on peut parler dans un contexte laïque, parce que là ça demande quand même une pratique spirituelle sérieuse, quoi. Voilà, moi c'est à peu près ce que j'avais à dire sur ce sujet. Donc est-ce que peut-être vous avez encore quelques questions, si vous voulez encore échanger un petit peu, je vous en prie. Je pense avoir dit à peu près. Parce qu'à la base, c'est vrai qu'on avait prévu qu'il soit un petit peu là l'après-midi, donc on avait organisé notre journée un peu, puis finalement, il m'a dit qu'il pouvait être que le matin, du coup, c'est un petit peu plus court. Mais je pense déjà, ça fait pas mal, quoi. Ça fait pas mal d'informations. Food for thought. C'était un moine qui dit ça. Food for thought. La nourriture pour la pensée. On en a pas mal. Non, faut digérer. Ok. Donc, si vous n'avez pas de questions, ben, on va pouvoir conclure. Ouais. Ok, donc pour conclure, je vous propose qu'on fasse une petite dédicace, si ça vous dérange pas. Je pense que la plupart d'entre vous sont un peu bouddhistes, donc je pense que ça pose pas trop de problème. Donc on peut juste se centrer un petit peu sur le souffle, sur la respiration, recentrer notre esprit. On peut dédier toute cette énergie positive ou ces nouvelles compréhensions, ces nouvelles perspectives qu'on a entrevues aujourd'hui, afin de nous aider dans notre vie quotidienne à trouver plus de bonheur, plus de paix intérieure. Et aussi peut-être à partir de là développer plus d'altruisme, de compassion et d'apporter plus de bonheur et plus de paix autour de nous et finalement le plus possible dans le monde en général. Si on peut dédier dans ce sens et si vous avez des dédicaces un peu plus euh, spécifiques à vous-même, vous pouvez prendre un temps pour dédier
pour ce qui vous semble avoir du sens pour vous. Merci à tous, merci à tout le monde.